Ok, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les fonctions trigonométriques pour atteindre le niveau TGSP maths avec quelques intersections, quelques nouveautés, quelques trucs en trop, quelques trucs en pas assez. En tout cas, on va essayer de faire au mieux pour bien finir cette année. Donc j'avais donné des petits exercices à préparer, je vais commencer par parler de ça. Donc c'est des équations de premier niveau qu'on va faire ici, et après ça, derrière, on aura des équations de plus haut niveau. Donc par exemple, le résoudre cosinus x égale racine de 2 sur 2. Ça veut dire que on cherche à résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu, donc ici x, un réel, puisque n'importe quel réel est un angle, chercher toutes les valeurs de l'inconnu qui vérifient cette relation. Et donc il faut que trouver tous les x radians réels tels que leur cosinus est égal à racine de 2 sur 2. Alors deux visions que je vous propose. D'abord la vision cercle trigonométrique ici à droite. Le cosinus c'est donc sur l'axe des abscisses, et donc on cherche à avoir un cosinus de racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est ici, bien sûr entre moins 1 et 1 comme tous les cosinus. Je rappelle qu'ici on a le zéro des angles, que ici on a le zéro de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées de notre repère. Ici nous avons les x sur lesquels on va lire les cosinus, ici nous avons les y sur lesquels on va lire les sinus. Et toutes ces affaires vont de moins 1 à 1 dans le cercle trigonométrique qui est un cercle unité de rayon 1. Et donc du coup, cosinus racine de 2 sur 2 ici, on le sait depuis le cours précédent, il s'agit donc du cosinus d'un angle de pi sur 4, c'est-à-dire la moitié de l'angle droit. Rappelons qu'un tour complet, ça fait 2pi, que ici on a pi ou moins pi, et que là-haut on a pi sur 2 en termes d'angle. Et là en bas, on a moins pi sur 2, qu'on préférera à 3 pi sur 2, qui fonctionne aussi, mais en tournant dans l'autre sens, puisque le sens positif des angles est celui-ci. Et donc du coup, on est pi sur 4, et on constate que pi sur 4 est une des mesures principales possibles pour un cosinus de racine de 2 sur 2, mais qu'on a aussi moins pi sur 4. Conclusion, on a deux solutions, mais deux solutions en mesure principale, c'est-à-dire deux solutions dans l'intervalle pi, moins pi, pi. Moins pi, qui est une autre mesure, ici, moins pi, pi. Et donc, du coup, dans moins pi pi, on a deux solutions, mais on veut avoir toutes les solutions sur R, c'est pas dans moins pi pi qu'on doit faire ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va dire que l'ensemble des solutions, ça va donc être quoi? Ça va être x appartient à, eh bien, on aura les pi sur 4 et les moins pi sur 4. Alors, ça n'a pas besoin d'être forcément ordonné ici, puisque c'est un ensemble, hein, on n'est pas... Donc, il n'y a pas de problème. Et les pi sur 4, attention, tous les tours complets, on a de nouveau une mesure correcte. Ça veut dire que si je prends pi sur 4 et que je lui rajoute un tour complet, c'est-à-dire 2pi, ou si je lui rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pi sur 4, c'est aussi 2pi, donc 9 pi sur 4, ça marche aussi. Mais de la même manière, si je rajoute encore 8 pi sur 4, 17 pi sur 4, ça marche aussi. Donc pi sur 4, ça marche aussi, 9 pi sur 4, ça marche aussi, 17 pi sur 4, ça marche aussi, etc., etc., etc. Mais attention, si j'enlève des tours complets, ce sera la même chose. Donc ça veut dire que si j'enlève ici 8 pi sur 4, j'arrive à moins 7 pi sur 4, on tourne dans l'autre sens, regardez, moins 7 pi sur 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 pi sur 4, je suis au même endroit. Donc il faut enlever ou rajouter un certain nombre de fois 2pi. Il y a une notation pratique ici, c'est de mettre un plus 2 capi. Et le plus de capi ici, il va nous permettre de sortir les choses correctement. Alors, plutôt que de mettre un ensemble, je vais peut-être choisir une notation système qui va plus nous convenir pour les exercices à venir. Et donc, on va dire ici que cosinus x égale racine de 2 sur 2. C'est équivalent, puisque c'est ça qu'on cherche, toutes les solutions. Et bien, x égale pi sur 4 plus 2 capi. Ça veut dire autant de tours complets qu'on veut, dans un sens comme dans l'autre, donc avec des entiers k qui sont soit positifs, soit négatifs, soit 0, donc les entiers relatifs. Ou x égale moins pi sur 4, c'est-à-dire que cette fois-ci on est en bas, mais là encore on peut faire autant de tours complets qu'on veut, donc plus 2 k' pi par exemple, où k' appartient à z. J'aurais pu éviter le k' et garder 2 kpi ici, voilà, puisque c'est l'un ou l'autre, ça nous évitera de la complication. Et cette notation système, là, je pense qu'elle est bien claire comme ça.
Donc on n'a pas une solution, mais deux solutions en mesure principale. Et attention, on a une infinité de solutions d'angles, de mesures d'angle correspondant à cet angle de pi sur 4 en mesure principale, et une autre infinité de solutions, donc ici pour moins pi sur 4. Et donc on a bien deux fois l'infini de solutions, comme j'avais dit en plaisantant. Alors, pour le sinus, c'est un peu la même chose, sauf qu'on change simplement d'axe. Si on veut un sinus de 1,5, ça veut dire qu'il faut arriver au milieu ici. Et donc pour arriver au milieu ici en 1,5, et bien dans ce cas-là, on voit bien qu'on a encore deux solutions. Alors les deux solutions qui vont nous intéresser, je change juste de couleur, pi et moins pi ici, les deux solutions qui vont nous intéresser ici, eh bien dans notre cours, on a appris qu'en sinus 1,5, on avait pi sur 6. Et par symétrie, par rapport à l'axe des ordonnées, on peut faire pi moins pi sur 6, vous vous souvenez, et ça on obtient 5 pi sur 6. Et là encore, on a deux manières de deux fois l'infini en solution, puisque pour avoir ce sinus de moins 1,5, soit x va faire pi sur 6, mais là encore, au tour complet, près, entier, au tour complet près dans un sens comme dans l'autre, donc plus 2k pi, k appartenant à z, ou alors en face, 5 pi sur 6, plus 2k pi, k appartenant à z aussi. Voilà. Voilà. Et donc on a ces deux affaires-là. Donc soit le sinus, donc si c'est le sinus, c'est sur l'axe des ordonnées, soit le cosinus, et si c'est le cosinus, c'est sur l'axe des abscisses. Donc ça, c'est une première chose. Et je propose ici en dessous une vision avec les courbes. Alors on a terminé le cours précédent en traçant ces deux courbes. Alors tracer ces deux courbes, comment est-ce qu'on les différencie ces deux-là? Eh bien déjà on les différencie en général en regardant 0, puisque le sinus de 0 fait 0. Et donc ça veut dire que ce que vous avez ici en rouge, c'est la courbe de sinus. Et donc ce que vous avez en vert, décalé, translaté de pi sur 2i, de moins pi sur 2i par rapport à la courbe rouge, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ce que vous avez ici en vert, c'est la courbe de cosinus. Alors, sur R, évidemment, et donc ici, on voit bien qu'on a donc des variations qu'on va étudier aujourd'hui, et on est entre moins 1 et 1. Alors, comment utiliser les courbes pour corroborer nos solutions d'équation? Commençons donc par la courbe de sinus. Donc, je vous rappelle, il faut regarder la courbe rouge, et on va partir on veut que le sinus fasse 1,5. Donc là, on se retrouve à des items de seconde, c'est-à-dire chercher des antécédents graphiquement. Et on voit bien que pour avoir un sinus de 1,5, ici, on va avoir un certain nombre de solutions. Donc, cette solution ici, elle est dans l'intervalle moins pi pi, de même que celle-ci. Vous voyez bien que si je vais jusqu'à moins pi, je n'aurai pas d'autres solutions. Et c'est quoi ces deux solutions que je viens de trouver? C'est rien d'autre que mon pi sur 6. Regardez, c'est bien le tiers de pi sur 2 qui est ici. Et le 5 pi sur 6, c'est-à-dire pi moins pi sur 6. Et donc on retrouve bien graphiquement la même chose que sur le cercle trigonométrique. Attention, ici j'en ai une autre. Et celle qui est là ici, c'est aussi un pi. Ça correspond à pi sur 6, mais plus 2 pi. Et donc on retrouve bien graphiquement une autre solution. Et là, on a encore deux fois l'infini. Une fois l'infini en prenant les pi sur 6, plus 2pi, plus 4pi, et aussi moins 2pi, etc. Et une deuxième fois en partant de 5pi sur 6. Alors sur ce dessin, on n'a pas une infinité de solutions, mais ça permet largement de voir les choses. Et donc ici, ce pi sur 6 plus 2pi, c'est la solution suivante, ce qui va donner, en mettant au même dénominateur, 13pi sur 6. Mais ce 13pi sur 6, etc., c'est dans la même famille ici de cette affaire-là. Alors pour le cosinus, on veut un cosinus de racine de 2 sur 2. Alors vous avez remarqué que je n'ai pas préparé à l'avance le racine de 2 sur 2, c'est parce que je voulais vous attirer votre attention sur le fait que ce point d'intersection ici va nous permettre de le tracer. Pourquoi ce point d'intersection? Parce que ça ici, c'est l'endroit où le sinus est égal au cosinus. Et le sinus, il est égal au cosinus quand on est en pi sur 4 en particulier. Et donc ça permet de trouver pi sur 4 ici, et donc de tracer aussi notre affaire. Et vous voyez qu'ici, tous les deux pi, les deux courbes se croisent ici en pi sur 4. Elles se croisent aussi quand le sinus et le cosinus sont aussi égaux, quand on est en 5 pi sur 4 ici, mais qui est moins notre sujet. Et donc du coup, voilà ce qu'on obtient là, ici. On obtient donc deux solutions. Sur l'intervalle moins pi pi aussi, qu'on avait déjà détaillé tout à l'heure, à savoir plus pi sur 4 qui est ici,
Alors cette fois-ci, on regarde la courbe verte, hein. J'ai pris les deux courbes pour l'intersection pour votre culture générale, mais ici on est en train de résoudre cosinus x égale racine de 2 sur 2, donc on s'intéresse à la courbe verte. Et on voit qu'il y a ici deux solutions qui sont dans l'intervalle moins pi. Et puis regardez, 2pi plus loin, on en voit deux nouvelles, qui vont correspondre aussi à cette affaire-là. Et donc du coup ici, on a donc, comme annoncé là-haut, moins pi sur 4 qui est ici, et pi sur 4, deux solutions de mesure principale. Ça, c'est sur l'intervalle moins pi, mais si on veut faire sur R, il faut encore utiliser celle-ci, et donc en rajoutant 2pi, c'est-à-dire un tour complet, c'est-à-dire 8pi, en partant de moins pi sur 4, ici on est à 7pi sur 4, et puis ici on sera à 9pi sur 4, qui est l'autre solution. Et donc voilà ici comment est-ce qu'on peut s'en sortir. On est parti, je le rappelle, de racine de 2 sur 2 sur l'axe des ordonnées, qu'on a trouvé graphiquement comme ordonnées du point d'intersection des courbes de cosinus et sinus en pi sur 4. Voilà, donc 2 fois l'infini, comme j'avais annoncé. Puis après, pour finir, juste pour le plaisir, j'avais donné cette petite affaire-là, et donc ici, en fait, il ne faut pas se tromper entre alpha, qui est un paramètre, et x, qui est l'inconnu dont on veut trouver. Ah tiens, c'est résoudre ici, il manquait un petit égal 0 sur le sujet, il faudra que je change ça sur le website. Et donc pour résoudre cette équation, on a donc simplement a égale 1, b égale cos alpha, et c égale moins sin alpha carré, donc c'est sinus qui est au carré, sur 4. Et donc dans ce cas-là, comme c'est du second degré, on va simplement calculer le discriminant de delta. Et donc delta, bien sûr, je vous le rappelle, est égal à b au carré moins 4ac. Et ici, ça va donner le b au carré, c'est-à-dire le cosinus au carré de alpha, moins 4 fois ac, c'est-à-dire moins 4 fois 1 fois moins sinus carré alpha sur 4. Et ça, ça a été construit exactement pour qu'on puisse trouver cosinus carré alpha plus sinus carré alpha, puisque les 4 ici se simplifient évidemment. Et moins fois moins donne plus ici, donc on trouve cette affaire-là. Et cosinus carré plus sinus carré, eh bien, ça donne toujours 1, quelle que soit la valeur de alpha. Et c'est ça qui me permet d'affirmer qu'il y a donc deux solutions qui sont, je le rappelle, moins b, c'est-à-dire moins cosinus alpha, plus racine de delta, c'est-à-dire 1. Donc ça va donner moins cosinus alpha moins b plus 1 sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Ou la même chose avec moins racine de delta sur 2. Et donc ici, on a bien un petit exercice finalement de tout premier niveau sur les discriminants de première, mais qui permettait de reprendre cette formule de cosinus carré plus sinus carré qui est égal à 1. Voilà pour les exercices qui étaient à préparer. Ok. Alors, on arrive vraiment vers notre sujet du jour. Donc le gros sujet du jour, ici, c'est celui-là. Et le gros sujet du jour, vous reconnaissez ici nos courbes de sinus et de cosinus. Je rappelle que pour les reconnaître, on regarde l'image de 0. C'est sinus qui passe par l'origine du repère, puisque sinus de 0 c'est 0, alors que le cosinus de 0 c'est 1. Ici sur GeoGebra, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé la courbe de sinus, ici, que vous reconnaissez. Et donc, en partant de notre courbe de sinus, ici, on a ensuite cherché à trouver le nombre dérivé pour chaque valeur de x. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour une valeur de x donnée, ici, pour une valeur de x donnée ici, ce qu'on a fait, c'est que, donc ici on a forcément ici on a sinus x, puisque c'est la courbe de sinus, d'accord. Mais ce qui nous a intéressé, c'est le nombre dérivé. Donc on a demandé à GeoGebra de tracer la tangente, et on s'est intéressé à son coefficient directeur. Et donc le coefficient directeur de la tangente, quand j'avance de 1, ici je descends de 0,5. Ça veut dire qu'il y a qu'à cet endroit-là, donc si oui, ici il y a sinus x, tout va bien, là ça c'est sinus x, très bien. Et bien dans ce cas-là, la dérivée, puisque cette tangente est non verticale et elle est bien définie, la dérivée, ça serait moins 0,5 pour cette valeur de x là. Alors, si au même endroit on veut chercher la fonction dérivée, ce qu'on va faire, c'est qu'à la même abscisse, on va essayer de s'intéresser à son nombre dérivé. Donc on va descendre jusqu'en moins 0,5, c'est ce qu'on a demandé à GeoGebra de faire, de placer un point à la même abscisse x qui a pour ordonnée moins 0,5. Et vous voyez bien que
on a obtenu ce point-là, ici, en reportant ici. Et donc ce point-là correspond à la courbe de la dérivée. Et en fait, après on a fait varier x ici à l'aide de ce curseur. En fait, c'est un A dans GeoGebra, mais si vous voulez, c'est notre x qui va bouger ici. Et donc après, ce qu'on a fait, on a fait varier x avec le curseur, et on a constaté que les pentes changeaient, bien sûr. Regardez, ici, elles sont négatives, elles sont encore négatives, et à partir d'ici, elles vont passer dans le positif. Et regardez, à chaque fois, on a noté en ordonnée, pour les abscisses correspondantes, la valeur de la pente. Et on constate qu'en fait, les points qu'on obtient, donc pour la dérivée, c'est-à-dire pour les coefficients directeurs des tangentes, eh bien, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la courbe de sinus prime qu'on a obtenue ici. Et cette courbe de sinus prime, eh bien, il s'avère qu'elle semble épouser la courbe de cosinus. Et donc, la courbe de sinus prime, ça serait la courbe de cosinus. Et donc, on aurait quelque chose d'assez dingue, ça serait de dire que la dérivée de sinus, ça serait cosinus. La même courbe que celle qu'on a obtenue, souvenez-vous, par translation de vecteur moins pi sur 2i. Et après, bien sûr, on a fait la même chose avec la courbe de cosinus. Je rappelle que pour reconnaître la courbe de cosinus en 0, ça doit faire 1. Et donc ici, avec la courbe de cosinus, ici, on a fait la même chose. Donc ça veut dire que, en suivant cette courbe de cosinus qui est ici, là, voilà, on a fait exactement la même chose. Ça veut dire que toujours en suivant cette courbe verte qui est la courbe de cosinus, eh bien, pour une valeur de x qui ici a été posée autour de 2π, hein, sur cette capture d'écran, eh bien, on s'est intéressé on s'est intéressé, pardon, stop. On s'est intéressé, alors attends, je l'ai perdu. Oh, c'est la mauvaise. Oh, attends pour moi, je reviens en arrière. Ouh, la courbe de cosinus, c'est celle-là, vous voyez, je me suis laissé moi-même abuser. Voilà, et donc pour cette valeur de x ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a de nouveau tracé la tangente, puis pris son coefficient directeur, moins 0,01, qu'on a placé ici. Et on a fait de nouveau la même chose. Et ce que vous obtenez en pointillé ici, ça serait la courbe des dérivés des coefficients directeurs de tangente. Alors, ça n'est pas la courbe de sinus. Mais par rapport à la courbe de sinus qui est dessinée ici en noir, là, eh bien, on observe qu'on a l'opposé. C'est-à-dire, les deux courbes semblent symétriques par rapport à l'axe des abscisses, ce qui veut dire qu'on a l'opposé. Quand c'est positif, c'est négatif. Et de la même manière, quand c'est négatif, l'autre est positif. Et donc, du coup, on a bien effectivement l'opposé. Donc ici, ça, c'est la courbe de sinus. Et on aurait cette affaire-là qui dirait que la dérivée de cosinus, ça serait moins le sinus. Et donc ça, c'est ce qu'on veut démontrer aujourd'hui. Alors je dis toujours que cosinus, s'il s'appelle cosinus, c'est parce que c'est le copain de sinus. Et sinus, s'il s'appelle sinus, c'est parce que c'est le même par rapport au nez et au triangle. Souvenez-vous ce que je vous ai raconté par rapport à la position de ce canal naturel qu'est le sinus. Et donc le cosinus, c'est le pote de sinus, donc le boss, c'est sinus pour moi. Et donc le boss, il n'a pas de moins à la dérivée. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus. Alors que cosinus, ben, lui, le pote, il a un moins qui arrive comme ça. Alors le but, c'est donc de démontrer ça aujourd'hui. C'est donc des conjectures graphiques ici qu'on a faites en reportant des coefficients directeurs pour trouver une courbe de la fonction dérivée. Et en regardant les courbes de la fonction dérivée, on a émis ces conjectures. Le but, c'est aujourd'hui de faire ces démonstrations-là. Donc pour faire ces démonstrations, on a besoin d'un certain nombre de préliminaires. Et puis on va donc voyager dans nos souvenirs, puisqu'on va revenir à notre produit scalaire. Et on va voir que le produit scalaire ici va nous permettre d'obtenir une première formule de trigonométrie. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on va mettre des vecteurs. Donc voilà un vecteur V ici, que je vais placer comme étant avec un angle donné par rapport à notre 0 des angles, je vous rappelle qui est ici. Et puis un vecteur U ici. Ce sont deux vecteurs unitaires puisqu'on est dans notre cercle unité, donc notre cercle de rayon 1. Donc je vous rappelle que là on a le 1 des abscisses.
le moins 1 des abscisses et le moins 1 des ordonnées. Ici, on a le 0 des ordonnées, c'est ce qu'on a ici. Et on va s'intéresser donc à, ici, notre vecteur U. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ça, c'est un angle A. Donc on n'a pas besoin de le noter alpha ou X pour que ça soit un angle, hein, n'importe quelle lettre correspond. Et ça, c'est un angle B. Et ici, l'idée, c'est de s'intéresser au produit scalaire de ces deux vecteurs pour obtenir une formule de trigonométrie qui va être la base de ce qu'on va faire derrière. Et l'angle qui est donc ici, c'est donc ici l'angle A moins l'angle B. Regardez, si je prends tout l'angle A et que je lui enlève l'angle B, j'ai bien l'angle A moins B ici. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va s'intéresser à U scalaire V. U scalaire V, qu'on va donc calculer de deux manières. U scalaire V, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être... pardon. Donc celui-là, c'est le rose. Ben, ça peut être, comme le physicien le dit en général, le produit de longueur fois l'angle. Donc c'est quoi le produit des longueurs? Ça peut être la norme de U, qui fait 1, puisque c'est des vecteurs unitaires, fois la norme de V, qui fait aussi 1, fois l'angle, c'est-à-dire le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, c'est-à-dire l'angle UV. Veuillez me pardonner, fois le cosinus de l'angle UV, donc du bleu vers le rose. Alors je ne vais pas prendre UV, je vais prendre VU. Et comme le cosinus est une fonction paire, alors c'est la même chose que de prendre UV ou VU. Le cosinus de l'opposé, c'est comme le cosinus. Voilà, et donc on va le calculer d'une manière comme ça. D'une autre manière, je vais le faire là-haut. Ça sera plus lisible. Et donc ici, ce sera quel est l'angle VU? Et bien c'est justement l'angle A-B. Donc pour ceux qui auraient du mal avec ça, si ça fait 60 degrés et ça fait 110 degrés, alors là il y a 50 degrés, c'est bien 110 moins 60, ça se passe bien. Et donc en fait ce produit scalaire, ce n'est autre que cosinus de A-B, 1 fois 1 fois 1 fois ça, donc ça. Et une autre vision, c'est de se dire, mais quelles sont les coordonnées de ces vecteurs? Eh bien en fait on les connaît, puisque ici on est dans le cercle trigonométrique, donc dans notre grand rapporteur trigonométrique, et on les connaît, ça veut dire que ce qu'on a ici, tout comme ce qu'on a ici, on les connaît, c'est les cosinus. Et ce qu'on a ici, tout comme ce qu'on a ici, là aussi on les connaît, ces coordonnées, ce sont les sinus. Et donc ici, attention pour U, c'est A, on a le sinus A, et là on a le cosinus A, donc le vecteur U a pour coordonnées cos A en abscisse et sin A en ordonnée. Et de la même manière, le vecteur V, ici on a cos A et là on a sin A. Et donc notre vecteur V, il a pour coordonnées, attention c'est pas A, veuillez me pardonner, l'angle pour V c'est B, donc il a pour coordonnées cos B et sin B. Et donc du coup, U scalaire V, eh ben, c'est xx' plus y pour écrire cette formule pour que tout le monde comprenne, qui est la formule du produit scalaire dans un repère orthonormé. Et évidemment, qui dit cercle unité passant par moins 1 et 1 dit cercle orthonormé, hein, c'est évident. Mais on va quand même le préciser. Et donc dans notre repère orthonormé, xx' plus y', ben, ça fait cos A cos B. Ça, c'est pour xx', plus sin A, sin B. Ça, c'est pour y'. Et ça nous permet d'affirmer fièrement sur cette page qu'on a cette formule de la différence cosinus A moins B, c'est cos A cos B, plus sin A, sin B. Et c'est en partant de ces formules qu'on va échafauder tout un formulaire qui va nous permettre ensuite de démontrer des propriétés de continuité, de dérivabilité et enfin d'étudier les fonctions. Ok. Le voilà ce formulaire. Alors, évidemment, hein, on vous rappelle des choses que vous savez déjà ici. Et puis sinon,
cos A cos B plus sin A sin B pour cosinus A moins B, c'est ce qu'on vient de démontrer juste avant. Et alors du coup, à partir de là, on va démontrer toutes ces formules. Et celle-ci va nous servir, par exemple, pour montrer des propriétés de cosinus en partant de celle de sinus, vous allez voir. Et donc du coup, ici, comment est-ce qu'on va obtenir ce genre de choses? Par exemple, pour avoir cosinus A plus B, il suffit de prendre cosinus A moins moins B, c'est bien la même chose. Et donc du coup, on applique la formule de là-haut en remplaçant B par moins B. D'où l'intérêt de ce qui est écrit ici, puisque le cosinus de moins B, ça va donner cos B, alors que le sinus de moins B, ça va donner moins sin B. La fonction cos étant paire et la fonction sin étant impaire. Et donc du coup, notre cosinus A moins moins B, on reprend la formule de là-haut en remplaçant par moins B. Mais sin moins B, c'est moins sin B, cos moins B, c'est cos B, et donc du coup, on obtient cette affaire-là. Et donc ici, cos A cos B, et là, plus fois moins, ça donne moins sin A sin B, d'où cette formule ici. La formule d'addition qui va être... attention, quand il y a un moins ici dans le cosinus, ça devient un plus ici. Quand il y a un plus là, ça devient un moins là. Alors, comment obtenir les formules pour les sinus? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Ici, je propose par exemple de se souvenir que le sinus d'un angle, c'est comme le cosinus de pi sur 2 moins cet angle. Par symétrie, une formule que nous avons démontrée déjà. Et rappelée. Et donc du coup, on va dire que ce sinus, c'est cosinus de pi sur 2 moins cet angle, qu'on va réécrire en dessous comme cosinus de pi sur 2 moins a moins b. Vous voyez bien que ce moins a plus b devient moins a moins b et permet d'écrire sur deux choses. Du coup, on a un cos a moins b en changeant ce a par pi sur 2 moins a, donc on reprend cette formule-là, et on remplace ça par pi sur 2 moins a et pi sur 2 moins a ici. Or, le cosinus de pi sur 2 moins a, c'est le sinus a, le sinus de pi sur 2 moins a, c'est le cosinus a, et donc du coup, avec le plus qui était déjà au milieu, on obtient sin a cos b plus cos a sin b, ce qu'on a ici. Et enfin, on passe à celle-ci simplement en remplaçant b par moins b et en utilisant la parité, ce qui va donner cette affaire-là. Voilà pour ces formules là-haut, que la plupart des matheux connaissent, mais c'est super chouette de savoir les retrouver comme je viens de les proposer ici. Alors on va faire les formules de duplication ici, regardez en disant que par exemple le sinus de 2x, ça va être le sinus de x plus x, et donc on va remplacer a et b par x ici, ça va donner sin x cos x plus cos x sin x, c'est-à-dire deux fois la même chose, 2 sin x cos x. Si on fait la même chose pour cosinus en mettant cosinus x plus x là-dedans, dans la formule encadrée en vert ici, dans ce cas-là on va trouver cos x pour cos a cos b, moins sinus sin x pour sin a sin b, c'est-à-dire cos carré x moins sin carré x. Alors, cette formule-là, elle est très bien, mais on utilise souvent d'autres formules qui nous aident pour des tas de choses, pour la linéarisation, pour le calcul intégral, pour des tas de propriétés. Et en particulier, souvenez-vous qu'on a la recherche de cosinus pi sur 8 en suspens, et on y reviendra. Et donc ici, pour y arriver, cos carré, puisque cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1. Souvenez-vous, ce qu'on avait déjà vu dans le delta tout à l'heure au début de ces exercices, ça donne 1 moins sinus au carré, et donc on a 1 moins 2 sin carré. On aurait pu aussi, en remplaçant ce sinus carré par 1 moins cos carré, obtenir celle-là. Et donc cette formule-là, par exemple, permet aussi d'exprimer le cosinus carré en fonction donc, du cosinus, ce qui, pour faire une primitive, par exemple, deviendra très utile. Et puis c'est de cette formule-là qu'on va sortir cette formule-ci. Alors comment est-ce qu'on y est arrivé? On a simplement remplacé x par x sur 2. Donc du coup 2x sur 2 ça donne x. Et en remplaçant x par x sur 2, là on obtient cette formule-là qui nous servira pour la suite. Alors pour les personnes qui trouvent qu'on a écrit beaucoup de formules, sachez que ça ne va pas s'améliorer. Maintenant on va commencer l'épreuve. Donc en particulier, notre plan d'attaque, c'est quoi? C'est qu'on va faire la continuité et la dérivabilité de sinus et cos pour montrer, souvenez-vous, notre objectif d'aujourd'hui, que la dérivée de sinus c'est cosinus et la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Alors pour le faire, on va montrer dans un premier temps que les fonctions sont continues en 0, puis qu'elles sont dérivables en 0, et à partir de là, on va le déduire sur R grâce aux formules de Trigo. Alors pour y arriver, d'abord, on a besoin d'un petit préliminaire. On se replace dans notre serre trigonométrique. Vous vous souvenez ici de notre tangente qu'on a expliqué ici sur la tangente. Et on constate ici que pour un x aigu appartenant à l'intervalle 0pi, et donc pi sur 2 exclu, pour que la tangente soit définie, et bien dans ce cas-là, regardez, moi je dis que l'aire du petit triangle ici, qui est quoi? C'est l'aire de ce petit triangle. Alors, on parle de du triangle bleu qui est ici. Et bien l'aire de ce petit triangle bleu qui est ici, qui est base fois hauteur, la hauteur n'est autre que le sinus ici. La base c'est 1, divisé par 2, base fois hauteur divisé par 2, 1 fois sinus divisé par 2.
Mais je dis que l'aire de ce petit triangle bleu, elle est plus petite que l'aire du secteur angulaire. Alors ce secteur angulaire ici, c'est une portion de l'aire d'un disque. Alors l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré, donc pi fois 1 au carré. Mais on n'a qu'un angle x sur un total de 2pi, donc on multiplie par x sur 2pi pour avoir la proportion de l'aire. Par simplification ici, on a quelque chose qui s'améliore et on retrouve x sur 2. Les deux, il y en a partout, c'est pour ça que vous voyez qu'on les simplifie à la fin. Et enfin, il y a ce grand triangle-là, orange, qui lui, l'aire de ce triangle orange, c'est 1 fois tangente x divisé par 2. Et donc du coup, en simplifiant, en obtenant ce genre de choses, on a donc que pour un angle aigu, le sinus est positif, et x est sandwiché entre le sinus et la tangente. Ça va nous permettre de faire des gendarmes et des limites dans un futur très très proche. En particulier, si on regarde la partie avec les trois membres de gauche de cette triple inégalité, on va pouvoir montrer que la fonction sinus est continue en 0. Alors évidemment, si elle n'était pas continue, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'en 0, il y a un saut. Donc c'est pas du tout ce qu'on a ici, c'est juste pour dire qu'est-ce que ça pourrait être. Et donc la limite quand x tend vers 0, humiliation publique c'est 0, et donc du coup d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0 de sinus x c'est 0. Et donc du coup ça c'est la définition de la continuité, puisque 0 c'est aussi le sinus de 0. Donc on a bien la limite quand x tend vers a de f de x et f de a, f est bien continu en a. Puisque sinus est impair par symétrie, on aura la même chose à gauche. C'est pour ça qu'on peut se restreindre aux angles aigus ici. Et donc la limite quand x est négatif en 0, ça fera aussi 0. Et donc du coup, la fonction sinus, qu'on vienne de la gauche ou de la droite, en 0, ça fait sinus de 0. La fonction sinus est continue en 0. Ça va avoir une importance. On fait vraiment des maths ici. Donc on néglige aucune étape. La fonction sinus est continue en 0, ça veut dire que quand quelque chose tend vers 0, le sinus de ça tend vers le sinus de 0, c'est-à-dire 0. Du coup, cosinus est continu en 0 aussi. Et là, on reprend la formule qu'on avait deux tableaux avant. Je vous avais dit qu'elle nous servirait plus tard, souvenez-vous, celle-ci ici. Et donc, cette formule qu'on avait deux tableaux avant, elle va nous aider, puisque si on fait tendre x vers 0 pour savoir si ça tend vers cosinus de 0, eh bien, dans ce cas-là, ce x sur 2 ici tend aussi vers 0. Or, la fonction sinus, elle est continue en 0. Donc la limite de sinus de x sur 2 quand x tend vers 0, c'est sinus de 0. Conclusion, le sinus ici, ça tend vers 0. Et après, on fait 1 moins 2 fois ce résultat au carré, et ça, c'est un polynôme, c'est tout à fait continu. Et donc 1 moins 2x carré, ça va tendre vers 1. Et donc du coup, par composition, parce que c'est ici d'abord la fonction qui a x associé x sur 2 suivi de sinus x, on trouve 0, et par continuité. Et encore par continuité des polynômes, on trouve ici l'image qui est 1. Résumons, quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Or, ça ici, c'est le cosinus, donc la limite quand x tend vers 0 de cosinus, c'est 1. Et 1, c'est cosinus 0, donc on a bien que la fonction cosinus est continue en 0. Ça mérite de se reprendre à plusieurs fois pour comprendre toutes les étapes et tous les mots que j'ai utilisés dans cette vidéo. Passons à la dérivabilité. Rappelons qu'une fonction dérivable, c'est une fonction pour laquelle la courbe admet une tangente et que cette tangente admet un coefficient directeur. Fini. La version analytique, c'est de dire que quand h tend vers 0, ce taux de variation f de a plus h moins f de a sur h, avec h différent de 0 mais tendant vers 0, et ben dans ce cas-là, tend vers un nombre fini, f', et dans ce cas-là, ça sera f' de a si c'est dérivable. Donc pour l'obtenir ici, on va donc écrire ce qu'est ce taux de variation en 0. Donc on remplace a par 0 et f par sinus, et on obtient cette affaire-là. Puisque sinus 0 c'est 0, on obtient sinus h sur h. Et donc en fait, la question revient de savoir si sinus h sur h va bien tendre vers quelque chose qui existe et qui est fini. Et ça, comment est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, on va y arriver grâce au théorème des gendarmes. Alors pourquoi est-ce qu'on va y arriver grâce au théorème des gendarmes? Parce que dans notre prime linéaire, souvenez-vous de notre triple inégalité, quand x est strictement positif, et bien dans ce cas-là, on avait x qui était entre sinus x et tangente x. Et sinus étant strictement supérieur à 0. Et la tangente est bien définie, le cosinus ne fait pas 0 ici, puisque on est dans x appartenant à 0, pi sur 2 exclu. Et donc du coup, on a cet encadrement ici. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va diviser par sinus dans les trois membres, sinus qui n'est pas égal à 0 ici, puisque x est supposé strictement supérieur à 0 ici. Et donc du coup, sinus x sur sinus x, ça donne 1. On divise par sinus ici, il reste 1 sur cos x. X divisé par sinus x, ça donne ça.
Puis on passe à l'inverse, donc on change de sens, car la fonction inverse est strictement décroissante. Et on obtient que notre sin x sur x, qui est celui qu'on veut ici, est entre 1 et cos x. Or, la fonction cosinus est dérivée et continue en 0. Donc la limite en 0 de cosinus, c'est cos 0, c'est 1. Donc ceci tend vers 1. Conclusion de notre sinus x sur x, d'après le théorème des gendarmes, il va tendre vers 1. Donc sinus h sur h aussi, quand h est positif, ça va être le cas aussi. Et j'explique ici aussi à gauche que à cause de la parité, ça va être aussi le cas à gauche, puisqu'en fait on a impair sur impair, moins sur moins, ça va s'annuler, etc. Comprenne qui veut. Et donc du coup, cette affaire-là, ça va tendre vers 1. Et donc, en 0, notre taux de variation existe et est fini et égal à 1. Conclusion, la dérivée de la fonction sinus en 0, c'est 1. Si vous avez suivi jusque-là, je vous félicite, il reste quelques petites étapes. Qu'en est-il de cosinus du coup? Cosinus aussi va être dérivable en 0. Et on va l'obtenir avec des manipulations un peu tirées par les cheveux, mais qui fonctionnent. Donc on va construire notre taux de variation. Ici, h est bien sûr supposé différent de 0. Et j'aurais pu l'écrire ici. Voilà. Et donc du coup, on va faire tendre h vers 0, mais on commence par construire ce taux de variation pour h différent de 0. Et là, c'est vraiment un acquis de l'analyse de terminale, pour les personnes qui veulent faire des maths dans le supérieur. Et donc ici, on a donc cosinus de taux de variation, cos h moins cos 0, 1 sur h. Et en fait, notre petite astuce, ça va être de récupérer toujours notre formule de tout à l'heure, et de dire que du coup, on va transformer ça par 1 moins sinus carré h. Du coup, les 1 dégagent, et on obtient ce moins sinus carré h sur h. Là, ici, ça mérite toute notre attention. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir pour montrer cette affaire-là, que cos est dérivable en 0? Eh bien, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut faire apparaître à l'intérieur ici un h sur 2 carré en bas pour avoir la même chose ici et là et des carrés en haut et en bas. Du coup, on multiplie par h sur 4 en bas pour obtenir ça, et donc du coup, il faut aussi multiplier par h sur 4 en haut, non nul, pour que ça fonctionne. Et donc du coup, on a un carré sur un carré, donc on a la fraction au carré, et on a sinus chose sur chose, et donc on a un sinus x sur x avec x est égal à h sur 2. Et donc ici, cette affaire-là, puisque la dérivée de sinus, ça tend vers... Quand h tend vers 0 par composition, h sur 2 tend vers 0 aussi, et sinus x sur grand X tend vers 1. Et donc du coup ici on trouve que ceci tend vers 1, qu'on a démontré au tableau précédent, et ceci tend vers 0, et moins 1 fois 0, ça fait bien 0. Conclusion de notre affaire, la fonction cosinus est dérivable en 0, et la dérivée en 0, c'est 0. Alors il reste une étape, c'est d'avoir que sinus et cosinus sont dérivables sur R. Alors pour l'obtenir, on va donc construire notre taux de variation sur R. Donc ici, on va prendre h différent de 0, et A ici n'est plus égal à 0, forcément A appartient à R. Et là, d'où l'intérêt de nos formules de duplication. Sinus de A plus H, c'est sinus A cos H plus cosinus A sin H. On avait sin A plus B égale sin A cos B plus cos A sin B. Et donc du coup, on obtient cette affaire-là. Et donc du coup, on va mettre sin A en facteur pour le premier et le dernier terme, et on va obtenir sinus A facteur de cos H moins 1 sur H. Vérifier en développant que c'est bien la même chose. Il nous manque le truc au milieu, qui n'est autre que cos A fois sin H sur H. Et puis ensuite, on fait tendre H vers 0, puisque c'est le but pour savoir si on obtient un taux de variation fini, une limite finie, qui serait le nombre dérivé. Or, ce truc vert ici, on le reconnaît, il était là sur le tableau précédent. Ça tend vers 0 ici. Et donc du coup, ça tend vers 0. Et cette partie-là tend vers 1, c'est ce qu'on avait démontré ici. Et donc du coup, au final, on a donc ceci qui va tendre vers 0 et ceci qui va tendre vers 1 fois cos A, donc vers cos A. Les arguments sont là, ici, vous voyez que c'est pour ça qu'on a commencé par 0. Et donc au final, qu'est-ce qu'on trouve ici? Eh bien, on trouve donc ce que je viens de dire, ça fois 0 plus ça fois 1, ça fait cos A. Conclusion, le taux de variation a une limite qui existe et qui est finie, puisqu'un cosinus c'est entre moins 1 et 1. Et donc du coup, la dérivée de sinus, c'est bien cosinus, quel que soit A. Le coefficient, le nombre dérivé sera égal à cosinus A. Donc la fonction sinus est bien dérivable, quel que soit A réel. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Il nous reste, pour finir cette partie très très théorique, il nous reste à montrer que cosinus est dérivable.
pour arriver à ce smiley de victoire. Pour arriver au fait que cosinus est dérivable, on va simplement faire par composition. Puisqu'on a appris que quand on passait des x au u, la dérivée, on vient de démontrer que la dérivée de sinus x, c'était cosinus x. Et donc du coup, si la dérivée de sin x c'est cos x, alors si on passe à la formule avec les u, où u est supposé dérivable, la dérivée de sin u, d'après ce qu'on a démontré et utilisé toute l'année et démontré en octobre, la dérivée de sinus u, ça va donc être du cos u, mais va apparaître devant un u'. Et donc du coup, on va utiliser cette formule ici en disant que cos x, en fait, on peut l'écrire comme sinus de pi sur 2 moins x, par exemple. On aurait pu prendre autre chose. Et donc du coup, c'est un sinus u. Avec cette fonction ici affine qui est dérivable à l'intérieur. Donc du coup, donc la fonction est dérivable, et puisque sin u va être dérivable, va donner u' cos u. Et donc u, c'est quoi notre fonction u ici, qui est une fonction dérivable sur R, et c'est là, c'est la fonction pi sur 2 moins x. Ne vous laissez pas abuser par le pi sur 2 qui n'est une constante. Et donc du coup, quand on fait la dérivée de pi sur 2 c'est 0, la dérivée de moins x c'est moins 1. Donc u' fait moins 1. Donc moins 1 fois le cosinus de pi sur 2 moins x, qui lui aussi est égal à sinus x. Avec le moins 1 devant, on a bien démontré que quel que soit x réel, des cosinus prime de x était égal à moins sinus x. Voilà des démonstrations qui clairement nous permettent d'affirmer que là on a vraiment fait des maths. Voilà, je vais respecter le contrat de la longueur de la vidéo. Une vidéo extrêmement théorique dans sa deuxième partie, et j'espère que les gens qui veulent faire des maths et qui se sont inscrits pour faire des prépas ou des écoles d'ingénieurs ou des études sérieuses et dans lesquelles les maths vont prendre une part importante, vont s'impliquer pour essayer de comprendre. N'hésitez pas à poser des questions.